émission spéciale Baromètre digital de l'immobilier neuf sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour cette toute nouvelle édition du baromètre de l'immobilier neuf. Alors on le sait, 2020 a été une année très particulière et plutôt noire pour les logements neufs. Sur le banc des accusés, évidemment, l'épidémie, mais également les élections municipales reportées, puis remportées par certains maires verts qui ont bloqué certaines autorisations, certains permis de construire. La fin 2020 n'a pas forcément permis de combler ce déficit. Alors où en est-on ce début d'année 2021 ? Quelle est la tendance sur les prix, sur les niveaux de construction ? Quelles sont les villes ou les régions qui tirent leur épingle du jeu ? Pour répondre à ces questions et commenter ensemble ce baromètre de l'immobilier neuf, 4e trimestre 2020, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Pierre Lestan, directeur général de l'IMO. Bonjour Pierre. Bonjour. Aurélien Deleu, vous êtes directeur de marché immobilier France d'Arkea, banque entreprise institutionnelle. Bonjour Aurélien. Bonjour. Également avec nous Sébastien Le Guascos, vous êtes président du groupe Isimo. Bonjour. Et puis en visio, on a le plaisir d'avoir Olivier Bureau, le président de l'Institut des constructeurs et promoteurs. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Et Loïs Bordic, le directeur de Price Hubble France. Bonjour Loïs. Voilà, donc ce baromètre, il est fait, on le voit, plus qu'à quatre mains. C'est vraiment un travail d'équipe. On va justement vous présenter les uns et les autres pour savoir comment ça a été fait. On verra dans un instant la méthodologie de ce baromètre, comment il fonctionne. On va d'abord, vous allez représenter vos entreprises et vos fonctions. On démarre avec vous, Pierre, l'IMO. Oui, un petit mot sur l'IMO. L'IMO, c'est une plateforme de référencement de l'offre immobilier neuf en France et de services à destination des conseillers en gestion de patrimoine, conseillers immobiliers neufs, toute autre personne qui vend de l'immobilier neuf à agents commerciaux. Très bien. Aurélien Deleu, Arkea France, acteur majeur et très, très implanté évidemment. Donc Arkea, banque entreprise institutionnelle, c'est une banque. On accompagne les entreprises sur tout le territoire français, implantées dans 20 centres d'affaires. Et on a une équipe spécialisée sur l'accompagnement des professionnels de l'immobilier. Évidemment, les promoteurs immobiliers. Donc on finance à peu près 700 programmes immobiliers en France aujourd'hui. Sébastien Le Guascos, vous êtes président du groupe Isimo. Que fait Isimo ? Alors Isimo, c'est une filiale du groupe Arkea. On est une centaine de collaborateurs et on fait du conseil aux promoteurs immobiliers, de la commercialisation aux clients institutionnels et privés. Et on commercialise à peu près 1000 logements neufs par an sur tout le territoire national. Très bien. Olivier Bureau, vous êtes avec nous à distance, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs. Rappelez-nous ce que fait votre institut. Alors l'Institut des constructeurs et des promoteurs apporte en fait et apporte des services et des outils aux constructeurs et aux promoteurs et les accompagne dans leurs activités au quotidien. 230 membres, une trentaine de partenaires actuellement. Voilà. Bon, ce qui permet effectivement d'avoir une bonne vision d'ensemble. On termine avec Loïs Bordic, directeur de Price Hubble France. Price Hubble. Alors Price Hubble, c'est une société spécialisée dans la data pour l'immobilier. Donc on est avec une centaine de collaborateurs, on développe des solutions donc d'analyse de données, d'analyse de marché et d'estimation pour les marchés immobiliers, à la fois immobilier neuf, immobilier ancien. Et donc on travaille avec énormément d'acteurs dans le monde de l'immobilier, depuis les réseaux d'agences, les investisseurs institutionnels, des promoteurs, des notaires, tous ceux qui à un moment ou à un autre ont des sujets sur l'analyse immobilière et l'analyse de données plus généralement dans le monde de l'immobilier. Et voilà, ce sont donc des experts qui sont aujourd'hui avec moi autour du plateau pour se pencher sur justement ce qui se passe sur l'immobilier neuf. Qui est à l'origine justement du baromètre ? C'est vous qui l'avez lancé ? Alors à l'origine, Isimo réalise des études de marché classiques, traditionnelles pour le compte des promoteurs immobiliers. On a noué un partenariat avec Price Hubble sur les études de marché digitales pour les promoteurs immobiliers. Et il nous est paru indispensable de donner un éclairage sur ce qui se passe sur le web à travers toute la data que Price Hubble scanne. Et cet observatoire du coup digital de l'immobilier neuf cible
toute l'offre qui passe sur les portails web et vise à apporter une approche complémentaire à l'Observatoire de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est une autre méthode. Et on a trouvé intéressant de rassembler autour de cette analyse des partenaires bancaires, également plateformes commercialisateurs et instituts qui rassemblent aussi les promoteurs immobiliers. Donc c'est un travail effectivement à 4 mains. Ça nous permet également de regrouper nos analyses et nos ressentis sur nos différents métiers. Et donc c'est une publication trimestrielle qui cette fois-ci aussi fera un focus sur l'année 2020. Voilà, on est ravis, Radio Imo, de s'associer évidemment à cette initiative qui sert les professionnels qui nous écoutent tous les jours. Alors justement, sur cette méthodologie, on l'a bien compris, vous compilez aujourd'hui le nouvel or, la data, c'est les annonces, vous l'avez dit, qui sont sorties, c'est-à-dire que c'est pas forcément les programmes ou ce qui est construit ou les permis de construire, c'est vraiment vous ciblez vous sur ce qui existe réellement et disponible, accessible à tout un chacun. Alors je vais laisser Loïs prendre la parole sur ce sujet parce que c'est l'homme de la data et c'est lui qui va vous expliquer la méthodologie de scan des annonces. Tout à fait. Donc on a une approche qu'il faut vraiment différencier d'autres approches qui sont également complémentaires et qui permettent de suivre les marchés immobiliers. Une première approche étant de regarder ce qui se passe en amont, donc sur la partie vraiment permis de construire ou sur la partie dépôt, autorisation et autres, donc qui permet de suivre le stock ce qui va arriver sur le marché en amont. Ça, c'est une première approche. L'approche vraiment réservation, donc Sébastien citait l'observatoire de la FPI qui permet de vraiment suivre ce qui a été réservé ou ce qui a été signé sur les marchés de l'immobilier neuf. Nous, ce que l'on regarde, c'est qu'on développe une approche basée sur les annonces, donc tout ce qui arrive sur le marché, sur les différents portails immobiliers en vente au détail, qui permet vraiment de suivre en temps quasi réel, voire en temps réel, ce qui est disponible sur le marché. Donc, il s'agit vraiment de donner le pouls, les dynamiques en cours sur le marché, avec les limites, bien entendu, que cela peut avoir. Notamment, on parlait tout à l'heure avant l'émission du sujet de la vente au bloc. Donc, la vente au bloc, c'est un des éléments qui sort du périmètre de cette analyse. Nous, on se concentre véritablement sur ce qui est disponible à la vente au détail pour les particuliers. Donc, ça donne une très bonne idée de la disponibilité, les niveaux d'offres qu'il peut y avoir sur le marché. Là, pour vous donner quelques chiffres, on a analysé un petit peu plus de 170 000 annonces sur les 24 derniers mois pour suivre ces tendances et suivre ces dynamiques. Alors vous avez peut-être un premier chiffre, on l'avait dit la dernière fois, c'est on s'était aperçu que ce nombre d'annonces était en chute libre, ça s'était vraiment effondré. Qu'en est-il ? Est-ce qu'on a reconstitué un petit peu ce stock ? Alors on a reconstitué ce stock parce que fin du 3e trimestre, je crois que la baisse était de l'ordre de 40% par rapport au 3e trimestre de l'année 2019. Là, on a observé sur le 4e trimestre une augmentation de l'offre et des mises en ligne des annonces d'environ 25%, ce qui a permis justement de reconstituer en partie l'offre et d'atténuer l'offre générale avec une baisse qui est de l'ordre de 25% du nombre d'annonces sur un an glissant. Donc c'est quand même significatif, c'est lié principalement, comme on le disait, à la crise du Covid et également aux élections municipales qui ont freiné la délivrance des permis de construire. Et on observe aussi une corrélation entre les augmentations des prix sur les territoires sur lesquels la baisse de l'offre a été la plus majeure, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur certains secteurs, les prix ont augmenté significativement avec une offre, comme par hasard, qui a augmenté de l'ordre de 50% sur certains secteurs. Donc on voit bien la corrélation aussi entre l'offre et les prix. Ouais, le dernier baromètre, il y avait une espèce d'urgence, une alarme, en tout cas, on sentait de la profession qui était vraiment inquiète, alors que, on le répète, nos concitoyens, les Français, on le voit, ont des attentes qui sont fortes au niveau du logement, au niveau de l'envie, effectivement, de vivre aussi autrement, parce que le confinement est passé par là. On le sait, on a envie de plus d'espace, de plus de verdure, d'avoir surtout sur les nouveaux logements peut-être un extérieur. On sait que c'est important. Aurélien, est-ce que c'est des tendances qui sont confirmées ? Oui, exactement. Alors, sur des tendances qui sont confirmées, c'est-à-dire qu'on a énormément besoin de logements en France, c'est connu. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un double effet. On a eu l'effet premier confinement, avec, on va dire, un arrêt de chantier de l'ordre de 3 mois, qui a fait que la mise sur le marché de logements neufs a été à la baisse. Et puis, on va dire, le point majeur de cette année, ça a été les élections municipales, avec un décalage de ces élections, plus des nouveaux élus qui sont arrivés, qui ont voulu revoir, c'est logique aussi, les programmes, qui fait qu'on a un décrochage de l'offre sur l'année. Alors, je rebondis sur ce que disait Sébastien, 25%, c'est aussi le décrochage global de l'offre, y compris la partie vente en bloc, de production de logement sur l'année,
c'est ce que on a constaté. Avec un phénomène nouveau, le phénomène des investisseurs institutionnels qui vient prendre une part de marché de plus en plus importante sur l'offre. On pense à des bailleurs sociaux, on pense à des bailleurs de logements intermédiaires, mais de plus en plus aussi à des investisseurs institutionnels qui souhaitent diversifier leur classe d'actifs, qui étaient sur du tertiaire et du bureau, et se repositionnent sur du résidentiel, ce qui fait que naturellement, on a la quote-part de logements à destination de nos concitoyens, des particuliers, l'accession sociale à propriété qui diminue, ce qui fait que ça maintient un niveau d'offre, un niveau de prix, on va dire, assez élevé, mais pour le coup, il y a un vrai sujet de reconstitution de l'offre. Oui, un vrai sujet, effectivement, de cette reconstitution de l'offre. Alors, Olivier Bureau, je voulais vous entendre aussi sur ce sujet. Vous êtes président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs. On peut imaginer l'inquiétude, voire peut-être pire, de la profession, parce que derrière, il y a quand même des hommes et des femmes qui travaillent, ou qui n'ont pas pu travailler pour le coup. Est-ce que ça s'est normalisé en ce début d'année, fin d'année 2020, début d'année 2021 ? Alors, je dirais que ça a tendance à se normaliser, avec effectivement une certaine activité. Cependant, on a des promoteurs qui restent enlisés dans le carcan administratif de la délivrance des permis de construire, notamment, et donc ça provoque quelques arrêts sur des projets. J'ai eu notamment hier un promoteur qui me faisait part avec un ton alarmiste de ce type de problématique. Et on voit, ça a été dit précédemment, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, on voit aussi que les Français ont tendance à changer un petit peu finalement leur souhait d'habitat. Et nous, sur la partie constructeur de maisons individuelles, il y a une très forte appétence. C'est une activité qui est particulièrement élevée. Et on a un certain nombre de promoteurs qui ont d'ores et déjà étudié finalement un changement de produit en essayant d'être parfois de mixer le vertical avec l'horizontal. Et lorsqu'on dit horizontal, on dit forcément ce fameux petit jardin qui permet d'avoir une ouverture vers l'extérieur notamment. C'est vrai que ça va devenir presque indispensable. Enfin, ceux qui en tout cas sont prêts maintenant à aller voir le banquier justement, faire un prêt. On le sait, c'est souvent le projet d'une vie. On a envie de cet extérieur parce qu'on ne sait pas si demain on va être effectivement de nouveau, à cause de la crise sanitaire, être obligé de rester chez soi, de travailler chez soi. En tout cas, on habite beaucoup plus sa maison aujourd'hui, son logement, et on a envie qu'il soit évidemment le plus agréable possible. Alors je vous propose, messieurs, de rentrer dans le vif du sujet. Baromètre digital de l'immobilier neuf, 4e édition. 4e trimestre 2020, qu'est-ce que ça nous dit ? On va commencer, si vous le voulez bien, par l'Île-de-France. On avait vu la dernière fois que c'était la première et la deuxième couronne qui tiraient leur épingle du jeu. Est-ce que la tendance se confirme ? Alors, sans trop de surprise, la tendance se confirme. Alors, elle se confirme d'abord avec une augmentation des prix sur le quatrième trimestre 2019 versus quatrième trimestre 2020 versus 2019, avec, je dirais, en top département, le 93, département sur lequel on observe une augmentation des prix de l'ordre de 12%, ce qui est corrélé avec une baisse du volume constaté de l'ordre de 50%. C'est le département qui a la plus forte hausse, suivi de près, toujours dans la première couronne, par les départements du 78, Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui sont autour de 8 et respectivement 5%. Ces trois départements, on observe vraiment une corrélation avec la baisse des offres immobilières entre 40 et 50%. Donc c'est assez surprenant. Globalement, sur l'Île-de-France, on voit également une hausse des prix sur le quatrième trimestre 2020 versus 2019, à l'exception du 91, sur lequel on observe une légère baisse autour de 2%. En général, l'Île-de-France reste extrêmement attractive, notamment en raison du Grand Paris Express, qui pousse les investisseurs à se positionner sur des biens et qui pousse également les promoteurs à essayer d'avoir le plus de permis de construire possible. Aurélien ?
Et je voulais juste terminer sur la ville-centre, évidemment, sur Paris. Donc ce que l'on constate sur un an, c'est que Paris a continué à augmenter sur le neuf, de plus 5%. On commence à atteindre des niveaux de prix qui sont extrêmement élevés, puisqu'au dernier trimestre, on touche quasiment les 13 000 euros du mètre carré en moyenne. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est la tendance. C'est qu'on voit que les prix se tassent sur le dernier trimestre avec une hausse de l'ordre de 1%, qui montre qu'on arrive sur des niveaux certainement très élevés dans la capitale, et que si on fait un petit parallèle sur l'offre de l'ancien, on voit que sur le dernier trimestre, on a eu une baisse des prix de l'ancien dans Paris. Donc voilà, on voit que sur le neuf, le tassement arrive. Est-ce qu'il y a une corrélation justement entre l'évolution prix ancien, prix du neuf dans le temps? Est-ce que vous avez fait tourner les moulinettes ou pas encore? Là-dessus, je vais parler pour la moulinette. Nous, on travaille énormément sur l'immobilier ancien également, et donc on suit de près les dynamiques et les corrélations entre les dynamiques dans l'immobilier ancien et dans l'immobilier neuf. Ce que l'on voit en effet, ce que disait Aurélien, c'est qu'on a cette espèce de courbe en cloche. On l'a détecté depuis un peu plus d'un an sur Paris, vraiment intramuros, où on a déjà sur les 2 derniers trimestres une baisse des prix significative, plus qu'un premier signal, mais vraiment une baisse des prix significative sur l'immobilier ancien. Après, la courroie de transmission avec l'immobilier neuf, elle se fait avec un paramètre supplémentaire qui est la disponibilité et le niveau d'offre. Les biens dans le neuf sont souvent des biens très qualitatifs, souvent avec des espaces extérieurs, plutôt sur le haut du panier, et on a un effet de rareté. Et ce qu'on voit à Paris, par exemple, c'est un exemple typique. Certes, le marché de l'immobilier ancien et le marché de l'immobilier redescend un petit peu, mais le marché de l'immobilier neuf à Paris intramuros reste une niche vraiment spécifique, avec de la rareté, et donc un temps de réaction un petit peu plus lent, et une inertie, donc d'où cet effet de retard de 3 à 6 mois sur ce début de baisse de prix, également sur l'immobilier neuf. On n'a même pas encore constaté de baisse de prix sur l'immobilier neuf, donc vraiment on a ce décalage du fait de la rareté de l'offre en immobilier neuf à Paris intramuros. Et on a une prise de conscience également de la population par rapport à la transition écologique, que le neuf consomme moins de gaz à effet de serre. On va avoir la réglementation 2020 également. Donc l'écart entre l'ancien et le neuf va se justifier d'autant plus avec cette vision que commencent à avoir les citoyens de la consommation énergétique future de leur logement. On parle quand même d'interdire la mise en location de logements en 2028 pour des logements qui n'auraient pas un classement, qui auraient un classement inférieur à F, je crois. Donc on voit bien que le législateur est en train d'avancer sur le sujet. Ça va même peut-être s'accélérer dans la loi climat, parce qu'on pense à avancer cette contrainte. Donc on voit bien que ça va servir à l'immobilier neuf, et que cette courroie de transmission qu'évoquait Loïs, à mon avis, elle va être un peu décalée, et qu'on va avoir un marché du neuf qui va plutôt mieux résister aux évolutions de marché que l'immobilier ancien. On se rend compte bien entendu que quand on achète un logement neuf, on n'achète pas simplement un appartement neuf, on achète un immeuble neuf avec des parties communes neuves, et ça a quand même de la valeur par rapport à du logement ancien où simplement on ne regarde plus simplement des parties privatives, on regarde également les parties communes. On met de côté Paris, évidemment, le lingot d'or de la pierre, comme on dit. Je parle à notre ami qui travaille avec les conseillers en gestion de patrimoine. C'est toujours un petit peu exceptionnel vu la rareté du foncier, et puis c'est souvent des choses de très très grande qualité. On va se pencher justement sur le mal-aimé, le 93 de la Seine-Saint-Denis, qui n'a plus rien à envier à ses petits camarades. On est maintenant sur les 5 000 euros. On a fait ce rattrapage. On s'est aperçu finalement que la Seine-Saint-Denis, c'est aux portes de Paris. Les entreprises ne s'y sont pas trompées. Elles s'y investissent massivement depuis quelques années, et on a l'impression que c'est un département qui va être englobé dans le Grand Paris, et qui sera. Est-ce que la situation n'est pas en train de se normaliser? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je suis absolument d'accord avec vous. Le Grand Paris Express joue beaucoup dans l'évolution qu'on peut avoir de l'image du département du 93, et les chiffres le prouvent, c'est-à-dire que les promoteurs investissent, les entreprises investissent beaucoup ce département, et la demande est forte. Et une fois que vous expliquez bien à votre client ce qu'il en est, en fait, vous apercevez qu'il y a beaucoup de lieux communs qu'on peut avoir sur ce département. Et dans le fond, il y a énormément d'opportunités, tant pour les promoteurs que, évidemment, pour les clients. Et les chiffres sont là pour le prouver. Nous, on le constate au quotidien
avec nos clients. On a de la demande, il y a énormément d'appétence pour ce département et les programmes qui sont développés par nos partenaires promoteurs sont de très grande qualité. Effectivement, et ça se voit. Et puis, il y a l'effet aussi JO, JO 2024 qui est là. Enfin, on l'espère en tout cas. Et évidemment, ça va aussi mettre en lumière ce département qui va accueillir plusieurs épreuves. Aurélien? Exactement, les JO, là on y est, les groupements ont été choisis, les programmes sont en cours de lancement parce que le timing est quand même très serré. Donc évidemment, ce sont des enjeux qui sont importants, d'autant plus que là, on touche à un autre sujet qui est le sujet de la réversibilité. Parce que quand vous allez construire demain un village des athlètes, un village des médias, vous allez construire des bâtis pour une période temporaire qui va être louée par la Solidéo, qui est l'organisme d'État qui s'occupe des JO. Et puis ensuite, il va falloir retravailler ces logements pour en faire des quartiers avec de la mixité évidemment sociale, mais de la mixité commerce, logement. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important et les promoteurs qui ont été retenus ont un travail à faire pour retravailler les bâtiments pour une seconde vie. On rappelle que les Jeux Olympiques, ça dure 15 jours, mais c'est vrai que c'est un véritable coup de fouet, coup d'accélérateur en tout cas pour toute une zone, effectivement, ces bâtis qui vont rester, voilà, peut-être des décennies. Il y a un très bon exemple, c'est Barcelone qui avait complètement transformé ses alentours, son port, et qui reste aujourd'hui et qui a bénéficié effectivement de l'effet JO. Olivier Bureau, cet effet JO ou constructeur, un petit commentaire justement là-dessus? Pas forcément de commentaires ou sur Première Couronne, mais... là, cet effet Grand Prix Paris, allez, qui booste quand même les promoteurs, là, les constructeurs. Est-ce que c'est la ruée sur ce département? Sur l'effet, je dirais, petite couronne. Il y a un véritable effet, effectivement, une attractivité très forte. Pas mal de Parisiens sont sortis de Paris intramuros pour se retrouver dans le 92, dans le 60, un peu plus loin dans le 78, mais surtout dans le 92, dans l'ouest parisien. Alors, j'ai pas les chiffres devant moi sur le 92, mais je vois qu'il y a probablement des micro-marchés sur des villes de taille moyenne qui subissent une forte hausse des prix. C'est dans le top, on rappelle le top Île-de-France, donc Seine-Saint-Denis c'est plus 12%, mais on reste contenu à finalement un des départements les moins chers, 5 164 € le mètre carré. Yvelines, plus 8%, on est à près de 5 600 € le mètre carré. Les Hauts-de-Seine, plus 5%, et là on frôle les 8 000 € le mètre carré. Donc des micro-marchés certes, mais on reste quand même sur des zones, on va dire, tendues. On est là aux portes du Paris chic pratiquement. Quelques explosions de villes dans le 92, des villes comme Colombes qui ont complètement explosé, avec cet effet débordement de villes comme la Garenne-Colombes qui frôle les 10 000 € du mètre carré et qui déborde sur des villes comme Colombes. Donc on a encore quelques opportunités dans l'Île-de-France sur des villes qui sont à proximité de villes bien établies et qui profitent de ce débordement. Et sur les 10 ans qui viennent, il va y avoir encore ce phénomène. Il y a quelques belles opportunités sur des villes, je pense notamment à Ivry, à Vitry-sur-Seine, des villes qui sont en première couronne, qui ne sont pas encore suffisamment développées. Je pense à Bagneux, une ville du 92 qui est en train d'exploser également. Donc il y a ces micro-explosions dans les départements qui entraînent aussi une augmentation significative du pourcentage d'évolution des prix. On parle beaucoup des gares aussi du Grand Express. Est-ce qu'il y a un effet pour les investisseurs, justement, une ruée sur ces points névralgiques avec les futures lignes de métro? Pierre Lestan? C'est devenu un vrai argument pour les investisseurs, la proximité des transports. On le soulignait au début avec le télétravail, c'est-à-dire que vous pouvez habiter un peu plus loin, avoir plus d'espace, avoir une terrasse, un jardin, et bénéficier malgré tout d'un accès extrêmement rapide aux principales villes d'Île-de-France, incluant Paris. Et donc ce réseau du Grand Paris Express, c'est devenu un élément structurant, à la fois pour les promoteurs, pour se positionner dans leur développement, et pour les investisseurs de faire leur choix. Donc si vous êtes dans la zone de chalandise d'une gare du Grand Paris Express à plus ou moins long terme, mécaniquement, les prix vont s'ajuster.
Voilà, donc des belles opportunités. Il faut continuer à regarder ce qui se passe, aller voir les PLU, effectivement, première et deuxième couronne. On a fait le tour pour l'Île-de-France. On regarde ce qui se passe dans les métropoles. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut dire focus métropole? Ce qu'on peut dire également, c'est que les métropoles dont l'immobilier est très tendu ont eu ce phénomène d'augmentation significative des prix sur un an glissant et une baisse de l'offre à la vente très fort, lié aussi à l'attractivité de ces métropoles. Et on observe sur ces métropoles, je pense à Lyon, je pense à Paris, un plateau sur le troisième trimestre, c'est-à-dire voilà, le marché a atteint un top, commence à se calmer et ça déborde également sur d'autres métropoles qui profitent justement des transports, qui profitent du télétravail. Il y a un consensus autour duquel, post-crise, le télétravail à 2 jours par semaine sera à peu près le bon équilibre entre bureau et domicile. Donc il y a je dirais pas un exode, mais un phénomène majeur de déménagement sur des métropoles de taille intermédiaire. Alors je vais parler pour la ville de mon cœur, hein, Brest, je suis brestois, et Brest est à 3h30 de Paris, et on a vu ces 12 derniers mois un afflux massif de Nantais, de Rennais, de Parisiens venir sur notre belle commune, et du coup, mécaniquement faire augmenter les prix. Et c'est une des communes qui est clairement à l'image de ce qui s'est passé sur l'année 2020, puisqu'on a des augmentations de prix, hein, quand on regarde sur le classement, alors on n'est pas encore dans le top flop, mais on a une augmentation de pas loin de 7% des prix, et ça sur le neuf, et sur le marché de l'ancien, si vous regardez également la presse sur l'ancien, on était à 15% d'augmentation sur les 2 dernières années, donc c'était assez phénoménal. En même temps, on partait de très loin. J'ai l'impression qu'il y a un premier coup de boost, c'était l'effet TGV, LGV, hein, évidemment, qui a rapproché toutes ces métropoles d'équilibre de Paris, et puis maintenant, effectivement, un effet peut-être télétravail, ça veut dire que vous travaillez moitié-moitié? Exactement. D'accord. Depuis la crise du Covid, j'étais sur Paris, je fais moitié à Paris et moitié à Brest. Et c'est vrai que beaucoup de Parisiens ont vécu le confinement en partant à la campagne, à la mer, et maintenant on change nos manières de vie, de vivre, de travailler. C'est quelque chose qui va s'accélérer, à votre avis, qu'on commence à observer? Est-ce que Priceable a des datas justement sur cet effet télétravail? Doris? Oui, alors nous de notre côté, on évite de faire de la prospective macroéconomique et de report entre les métropoles. On suit vraiment spécifiquement des signaux forts qu'on va voir dans les transactions ou dans les annonces immobilières. Donc nous de notre côté, on suit les dynamiques, on suit ces dynamiques dont parlait Sébastien dans les différentes métropoles. Pour autant, faire la corrélation en toute honnêteté scientifique entre déjà un exode ou des rééquilibrages entre les métropoles et les dynamiques de prix, c'est trop tôt pour le dire, parce que là, on est vraiment au début de cette dynamique. Donc, on constate ces dynamiques au niveau des prix, à la fois dans les annonces, à la fois dans les transactions, sur les durées d'écoulement, mais c'est un petit peu trop tôt pour faire le lien spécifique entre un rééquilibrage intermétropole et ces dynamiques immobilières. On peut seulement l'imaginer, c'est pas encore confirmé donc dans les chiffres, mais on compte sur vous pour compiler certaines datas. Je suis sûr que vous allez les trouver. Olivier Bureau, vous voulez intervenir? Oui, je voulais dire que sur les 22 métropoles, on diffère toujours dans les résultats, hein, avec des dynamiques de croissance d'une part ou des baisses relatives. La situation des métropoles, elle reste quand même très contrastée avec Dijon, Saint-Étienne, Nancy qui sont dans les flops entre -1 et -2,5%. Mais on a aussi PACA dans une moindre mesure avec Nice, Marseille et Toulon qui sont légèrement négatifs, alors que Nantes, Rennes, Strasbourg, Montpellier, eux, sont en très forte hausse, et on voit que Lyon continue son envol avec un plus 8,1% sur le dernier trimestre. La métropole lyonnaise est la grande championne. Rennes, Strasbourg, Montpellier et Nantes tournent entre 3 et plus 3 et plus 6%. Et on a un grand Ouest qui s'en tire plutôt bien aussi, hein. Donc, on voit que certaines métropoles confirment une pression à la hausse des prix en raison d'un manque de stock. Ça, il faut le préciser. Et puis, d'autres métropoles, inversement, elles font face à une crispation sur les ventes avec alors des ménages parfois attentistes et puis des stocks qui sont pour le coup là, hein. Donc,
il y a cette différence, un contraste entre certaines métropoles et certaines régions françaises qui est importante. Il y a une top métropole qui ne figure pas dans le classement, ni dans les tops, ni dans les flops, c'est Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe sur Bordeaux ? Il y a un effet là aussi plateau où il n'y a plus du tout de construction, puisqu'on sait que le nouveau maire a un peu gelé la tendance. Hein. L'effet plateau est vrai, et je dirais que là aussi vous avez raison, le nouveau maire a gelé un grand nombre de projets. Nous on a des promoteurs sur Bordeaux qui ont tous leurs projets gelés. C'est pas c'est tous leurs projets gelés. Donc on a un nouveau maire qui même sur toute la métropole bordelaise fait un effet négatif sur l'offre, c'est clair. Un effet plateau sur un an, parce que Bordeaux avait déjà pris beaucoup de valeur les années précédentes avec l'effet LGV. Donc je pense qu'on arrive effectivement à un plateau, mais un effet quand même stock qui fait que sur le dernier trimestre, une augmentation des prix quand même de 3% liée au gel des projets en cours. Et je tiens à apporter une précision sur les flops. Hein. On observe vraiment une corrélation entre l'augmentation des prix et la baisse de l'offre significative. Sur les 3 premières grandes métropoles, on est sur des baisses d'environ 50%. Et sur les flops, on a plutôt une augmentation sur un an de l'offre d'environ 40 ou 50%. Donc on voit aussi que remettre des annonces sur le marché permet aussi aux ménages d'avoir des prix plus accessibles et plus stabilisés. Et c'est sur quoi aussi on se bat tous, pour que l'offre soit reconstituée afin de maîtriser au mieux les prix et rendre les citoyens capables de devenir propriétaires de logements neufs. Ça, on l'entend souvent, mais finalement, quels sont les moyens d'action ? Parce qu'on ne peut pas décréter comme ça. On sait, donc il y a quand même une inertie à la construction, bien évidemment. Quel serait le stock à peu près normal ? On sait qu'on était en retrait au 3e trimestre. Au 4e, c'est en cours de normalisation. Quel serait le stock à peu près acceptable, normal, qui permettrait une bonne fluidité de l'offre et de la demande ? Alors déjà, je pense que sur le fond, il faut qu'on arrête d'opposer logement ancien et rénovation et logement neuf. C'est 2 sujets totalement différents. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aussi aux fondamentaux sur le logement neuf. Il manque 1 million de logements en France. Et c'est pas en rénovant des logements anciens qu'on va créer de nouveaux logements. Donc il faut vraiment que le débat aussi fasse la distinction entre les deux et qu'on incite les collectivités et l'État à construire de nouveaux logements neufs et à mettre des dispositions pour. Ce qui est sûr, c'est qu'on construit à peu près, on vend à peu près 100 000 logements neufs au détail par an, et que clairement, pour ce faire, sans compter les logements sociaux, etc., mais on sait que le déficit de logements neufs nouveaux à créer est d'environ 100 000 logements neufs de plus qu'on devrait créer par an pour répondre aux attentes démographiques que nous avons. Et clairement, on oppose aussi souvent gaz à effet de serre avec logement neuf. Et là, il y a un gros travail également de la profession qui est en train d'être réalisé entre la FFB, la FPI, le ministère du Logement sur la réglementation thermique 2020 pour justement prendre en considération la baisse des gaz à effet de serre, notamment à la construction d'un logement neuf. Mais il faut vraiment que cette petite musique qui aujourd'hui stigmatise le logement neuf pour des raisons écologiques, on puisse bien entendu la travailler pour l'améliorer, mais qu'on n'oublie pas qu'on crée des logements neufs pour répondre à la pénurie de logements. Et d'ailleurs, le rapport dernier de la Fondation l'Abbé Pierre l'a bien montré, la crise du logement s'accroît et la seule solution, c'est bien entendu remplir les logements vacants, mais créer de nouveaux logements neufs. Aurélien ? Je rebondis là-dessus, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une pénurie de logements neufs. Donc, première chose, il faut clairement mettre en place un plan pour essayer de doper un peu cette construction. Et on voit bien que c'est clairement pas du tout le sujet du moment dans énormément de grandes métropoles et des métropoles stratégiques où il y a des besoins. Et le deuxième sujet, c'est le sujet où vous disiez le logement neuf, évidemment, pour que les personnes accèdent à la propriété. Mais on a eu des annonces tout récemment du gouvernement sur la production de logement social, qui était de 90 000 logements cette année, qui est très insuffisant, de le passer à 125 000 logements sur 2021 et 2022. Sauf qu'aujourd'hui, un projet de construction de logements, ça prend du temps, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, et que pour arriver à ces niveaux-là, c'est-à-dire que cette quote-part de logement social, qui est évidemment nécessaire, va venir en diminution si les ventes en bloc sont actées, des produits disponibles pour les personnes qui sont à l'accession à la propriété. Donc on est sur un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il faut clairement que tout le monde se mette autour de la table, le monde du logement social, le monde de la promotion, de la construction, évidemment avec les élus des territoires,
pour déterminer un nombre de logements et puis que tout le monde travaille dans la même direction sur les métropoles pour apporter ces logements à la population. Travailler dans la même direction, pas évident. Olivier Bureau, quand on voit qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de ces nouveaux maires verts qui, à tort ou à raison, parlent de stopper cette artificialisation des sols, aussi dans une perspective écologique. Donc à un moment, c'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle. Quel est votre est-ce que c'est un cri d'alarme que vous voulez lancer, ou est-ce que c'est comme disait Aurélien à l'instant, il faut se mettre autour de la table et essayer de voir comment on peut bâtir ça et combler cette pénurie de logements aujourd'hui? Je dirais, si je rebondis sur ce qu'a dit Aurélien, l'augmentation du volume de logement social ne peut pas se faire sans une augmentation en parallèle du volume de logements neufs privés. Le promoteur est un acteur majeur du logement. Le promoteur privé est un acteur majeur du logement social avec la loi SRU. Donc, on ne peut pas faire des objectifs ambitieux en matière de logement social sans avoir une politique ambitieuse en matière de logement neuf privé. C'est antinomique. Ça, c'est le premier point. Et sur ce qui est l'artificialisation des sols, qui est effectivement un enjeu qui pointe le nez, notamment en termes réglementaires, avec une loi qui arrive à l'Assemblée nationale sur ce sujet à la fin du premier trimestre, il me semble, de cette année. Je rebondis sur ce qu'a dit Sébastien Le Guascos d'Isimo, et qui est particulièrement vrai. Le logement neuf, c'est le plus vertueux. C'est plus vertueux que l'ancien. Alors on oppose toujours la rénovation énergétique du logement ancien, mais on n'arrivera jamais à un niveau qui est le niveau du logement neuf, avec des acteurs qui répondent à des réglementations extrêmement exigeantes. Alors, on peut toujours dire aux promoteurs immobiliers, notamment, et aux constructeurs de maisons individuelles, qu'il faut faire un effort sur l'artificialisation des sols. Ils le font déjà. Je dirais, l'ensemble des acteurs et les promoteurs immobiliers en premier ont un intérêt sur l'écologie. Chaque citoyen est aujourd'hui intéressé sur ce sujet. Donc, un promoteur immobilier, il artificialise, certes, de moins en moins, parce que il y a moins en moins de terrains, je dirais, entre guillemets, nature. Beaucoup de terrains sont déjà artificialisés. Donc, on réartificialise sur des sols qui sont artificialisés déjà, notamment dans les métropoles. Bien sûr. Ça c'est. Bon, en tout cas, c'est un vaste sujet. On continuera évidemment trimestre après trimestre à prendre le pouls de cet immobilier neuf. On rappelle l'adresse du site, tout simplement baromètreduneuf.com. Je crois que le site va être réactualisé. C'est très simple à utiliser, c'est interactif, c'est voire assez ludique. Bravo pour la conception. Vous pourrez voir comme ça combien coûte le mètre carré en neuf du côté de chez vous. En tout cas, un grand merci à vous tous, messieurs. Autour de la table, en vidéo, on avait Loïs Bourdic, directeur de Price Hubble France, Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs. Merci à Sébastien Le Guascos, président du groupe Isimo. Merci à Aurélien Deleu, directeur marché immobilier France d'Arkea, et Pierre Lestan, directeur général de l'IMO. On se retrouve très prochainement pour un nouveau baromètre digital de l'immobilier neuf. À très bientôt sur Radio Imo. Merci beaucoup. Émission spéciale baromètre digital de l'immobilier neuf, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.